Alors, chose promise, chose due, dans le cadre d'un colloque consacré à la parole des réfractaires, il nous a semblé important de faire une place à des témoignages directs de réfractaires, en l'occurrence d'anciens objecteurs de conscience. Est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui, 15 mai, nous sommes le jour de la journée internationale de l'objection de conscience? Ce n'est pas volontaire, mais la date du colloque n'a pas été placée en fonction, mais nous sommes aujourd'hui la journée internationale de l'objection de conscience. Et nous allons donc avoir la chance d'entendre Dominique arriver au centre, Patrice Bouvray à sa droite et Jean-Luc Denis à sa gauche, qui se sont tous les trois insoumis au service national dans des contextes bien différents et qui sont aujourd'hui encore engagés dans la lutte antimilitariste. Alors je les présente rapidement et puis ensuite ils nous parleront de leur parcours. Dominique Arrivé est un ancien objecteur de conscience, ayant obtenu le statut en janvier 1967, à l'âge de 22 ans. Il entreprend des démarches pour contester ce statut avant de s'installer à Lyon. Il devient directeur de la publication de la Lettre des objecteurs pendant 5 ans. Vous avez un exemplaire normalement qui circule dans la salle. Il publiera ensuite chez Maspero un dossier permettant de faire l'état de la politique de défense en France. Et par ailleurs, il a mené une carrière de travailleur social auprès des personnes handicapées psychiques. Et il est depuis quelques années un compagnon de route assidu de l'Observatoire des armements, qui se situe dans le 5e arrondissement de Lyon, ici, et qui vient de fêter ses 40 ans. Et justement, Patrice Bouvray est cofondateur et directeur de l'Observatoire des armements. Au milieu des années 70, il a lui aussi demandé à bénéficier du statut d'objecteur lorsqu'il fut confronté à l'obligation du service national, et il s'est insoumis au service civil de remplacement. Il a ensuite participé aux actions contre la guerre à Lyon et dans la région, ce qui l'a conduit avec 2 autres collègues à créer en 1984 le Centre de documentation et de recherche sur la paix et les conflits, donc qui existe toujours, ainsi que la revue Damoclès, dont nous verrons un exemplaire tout à l'heure dans l'exposition. Son expertise porte plus particulièrement sur les armes et les essais nucléaires et leurs conséquences sanitaires et environnementales, ainsi que sur l'industrie et les transferts d'armement et de désarmement. Il a notamment agi pour la création de la loi de reconnaissance et d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et pour une plus grande transparence dans les rapports que le ministère de la Défense rend au Parlement. Il est également co-porte-parole d'ICAN France, campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, et il est expert auprès de la CNEMA, la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnelles. Et à nos côtés aussi, nous accueillons enfin Jean-Luc Denis, cofondateur du mouvement Objection en monde rural, Objection avec un S, ce qui a son importance. Il a regroupé un ensemble d'initiatives antimilitaristes variées, et pas seulement, dans le département de la Loire, dans les années 70 et 80. Il nous permet donc d'avoir un autre point de vue sur la militance depuis la campagne. Objecteur lui aussi, il s'est opposé à son incorporation à l'Office national des forêts, a participé au comité du Larzac, à l'opération 20, il pourra peut-être nous rappeler ce que c'était que cette opération 20, et s'est trouvé à l'initiative d'un ensemble d'autres actions politiques dont il nous parlera. Il a également mené une carrière de directeur de centres sociaux et culturels. Donc trois expériences de l'objection accompagnent les actions du GARM, le groupe d'action et de résistance à la militarisation, qui, entre 1967 et 1947, a multiplié les initiatives pacifistes ou non violentes autour de Lyon. Là aussi, je vous ai fait circuler le livre qui revient sur cette aventure du GARM. Donc c'était une époque où le service national était obligatoire, ce n'est plus le cas aujourd'hui, et donc c'est pour bien saisir ce contexte, l'influence de l'armée juste après mai 68, que j'aimerais savoir, pour commencer, d'où vous est venue à chacun la volonté de refuser votre incorporation. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas voulu rentrer dans le rang? Et vous pouvez... Vous avez un micro là-bas que vous pourrez vous faire passer plus facilement. Oui. D'abord, je suis un enfant de la guerre. Je suis né en 1943. Mais ça ne suffit pas à devenir objecteur. J'ai grandi dans une famille nombreuse, rurale, catho, vendéenne. Vous avez tous les ingrédients pour devenir objecteur. En fait, c'est la guerre d'Algérie qui a été le point de départ
de ma prise de conscience politique, on peut dire, à la fin des années secondaires, car j'avais à cette époque 2 frères, c'est exceptionnel, 2 frères qui étaient en Algérie. L'un qui était sursitaire et le second, qui le suivait, avait demandé à rester ensemble, à partir ensemble en Algérie. Enfin, à partir au service militaire. Donc ils n'étaient pas réfractaires, mais ils étaient déjà antimilitaristes. Car dans ma famille, notre père était antimilitariste. Il avait été démobilisé en 1940 à la naissance du 4e enfant et il a toujours gardé une conviction que l'armée était une stupidité, sans parler de la guerre. Et donc, déjà, la contestation par rapport à l'armée, elle était, j'allais dire, naturelle dans ma famille. La deuxième chose, c'est que j'avais décidé d'entrer chez les dominicains. À vrai dire, je n'avais encore jamais entendu parler de l'objection de conscience. J'étais convaincu depuis toujours que je n'irais pas à l'armée, mais étant sursitaire, j'envisageais de demander le statut de la coopération pour faire un service utile. Or, en entrant chez les dominicains, on commence par faire 3 ans de philo, et mon prof de philo s'appelait Jean-Yves Joliffe, qui était proche du PC, il était au mouvement de la paix, et il avait écrit avec un autre dominicain un petit livre sur l'objection de conscience. Donc, j'ai commencé à réfléchir, à me dire qu'est-ce qui est le mieux. Et j'avais un autre étudiant dominicain qui, lui, avait demandé le statut d'objecteur. Et ça m'a décidé finalement à faire cette demande de statut. Alors, j'ai fait cette demande à la fin de l'année 66. Je ne sais pas si je peux lire 2 paragraphes de cette lettre. J'en suis arrivé actuel. Non, il semble aller de soi, en considérant cette institution qu'est le service militaire obligatoire, que la seule façon raisonnable d'accomplir son devoir de citoyen, c'est d'abord de participer à ce processus de mobilisation qui intègre tous les citoyens au vaste effort d'armement. Autrement dit, en requérant ma participation, l'État me demande de reconnaître l'usage des armements comme les moyens capables de résoudre les inévitables conflits humains et, ce faisant, de servir la cause de la justice et de la paix. Voilà pratiquement le premier acte que l'État attend de moi, jeune citoyen, pour que je manifeste ma prise en considération des intérêts de la nation. Je dis au passage qu'à l'époque, la plupart des appelés n'avaient pas le droit de vote. On était majeur à 21 ans. Donc, avant même d'être majeur, on était appelé au service national. Je me trouve ainsi placé d'emblée dans cette situation où il est évident que les rapports entre les hommes sont menacés si par ailleurs s'estompe la salutaire, entre guillemets, menace d'un recours à la violence armée. C'est en s'appuyant sur cet équilibre de la peur que la course mondiale aux armements oblige constamment à renforcer que l'on pense jeter les bases pour l'avènement réel de la paix. En refusant le service militaire, c'est cette conception aberrante de l'homme et de la société, admise par l'État, que j'entends finalement contester.
car il est difficile de ne pas se sentir concerné par le scandale de ce gigantesque effort militaire que continue de déployer la France, à l'image d'autres pays, pour parer à la violence et qui entraîne le fait que l'État ne se retrouve plus en mesure d'avoir les forces vives suffisantes pour remédier à cette autre violence qu'est l'injustice sociale, le caractère désordonné de la croissance économique, etc. Merci. Voilà ma lettre qui a été... J'ai eu le statut dans la foulée. Donc ça, c'était fin 66. Et vous savez que le service des objecteurs durait le double du temps du service militaire. Donc pour moi, à l'époque, c'était 32 mois. Et je voulais éviter de perdre 3 années d'études. Il me restait encore pas mal d'études à faire chez les Dominicains. Donc j'ai demandé à résilier mon statut au printemps. On me l'a refusé. Et j'ai dû attendre l'incorporation de novembre 67. Alors, je ne sais pas si on peut voir la photo des... Voilà comment je suis devenu objecteur. Et j'avais l'impression que c'était une parenthèse dans ma vie. Il y avait un statut. Les objecteurs, à l'époque, pouvaient choisir l'affectation de leur choix. Et j'avais déjà dans ma tête l'idée d'aller rejoindre un groupe d'objecteurs avec l'association Emmaüs. Alors là, ce que vous voyez, c'est... Pardon ? Ça a failli. On ne voit pas. Il faut me couper, Bastien, quand... Tu peux peut-être la décrire, la photo. Alors, cette photo, vous y voyez les visages, vous verrez peut-être les visages de 45 objecteurs qui sont en Assemblée Générale près de Lascaux, à Montignac, parce qu'il se trouve qu'il y avait à l'époque 2 objecteurs qui étaient employés par le ministère de la Culture pour les grottes de Lascaux. Et réunir des objecteurs des 4 coins de la France, je ne sais pas combien il y avait de lieux, je regarde Michel Tachon qui est là-bas, il peut se rapprocher d'ailleurs, il y avait un certain nombre d'associations qui accueillaient les objecteurs, service civil, co-travaux, Emmaüs, aide à toute détresse, etc. Bon. Et je suis au... Ah ben non, toujours pas. Une de mes premières surprises, c'était de me rendre compte qu'en fait, le statut était un piège. Et ça, je n'y avais jamais réfléchi. On savait qu'il fallait faire le double du temps. Ce que je n'avais pas réalisé, ce que je n'avais pas réalisé, c'était qu'on restait passible de la justice militaire. Et qu'en fait, par un tour de passe-passe, les objecteurs étaient des affectés de défense. Et donc, à la moindre incartade, ils redevenaient, comme les militaires, passibles des sanctions. Deuxième chose, alors, il y avait un groupe d'étudiants de Bordeaux qui était là. Je vous fais remarquer au passage qu'il y a des femmes sur la photo. C'est-à-dire qu'il y avait les compagnes ou les épouses de certains et qui étaient réellement en service, comme les garçons. J'étais donc
j'avais pris connaissance avec ce groupe d'objecteurs bordelais, et eux soutenaient un insoumis bordelais qui justement refusait le statut des objecteurs en raison de ce piège des affectés de défense. Alors, la photo montre bien, je suis là, préoccupé, en train de me dire, mais qu'est-ce qui m'arrive ? C'est pas du tout ce que je croyais. Et on nous mettait en garde en disant, attention, il faut rester groupé, surtout pas de dispersion, il faut éviter que la protection civile, à l'époque, qui était notre instance de tutelle au niveau national, ne cherche à nous disperser. Eh bien, c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire qu'après l'incorporation, j'apprends qu'au lieu d'aller à Emmaüs, comme j'avais demandé, on m'affecte aux hôpitaux de Paris. Voilà. Que faire ? Puisque l'Assemblée générale était terminée, on n'avait pas de téléphone portable. J'accepte d'y aller, mais comme c'était dans la région parisienne, je me dis, il faut absolument que j'informe, que je dise, voilà ce qui se passe, on est en train de changer les affectations des objecteurs qui avaient la liberté d'aller dans les associations qu'ils demandaient. Alors, je ne vais pas vous raconter toutes les péripéties, mais c'est pour vous dire que mon itinéraire comme objecteur, rien ne s'est passé comme prévu. Ça a commencé par refus d'obéissance le 11 novembre. À Troyes, nous avons fait une lettre au général Menu de la protection civile pour dire « Nous quittons les hôpitaux de Paris pour rejoindre l'affectation que nous avons demandée ». Immédiatement, 2 jours après, on reçoit une lettre « Vous êtes passible des rigueurs de la loi en étant dans ce refus d'obéissance ». Je voudrais donner un détail quand même. Ce 11 novembre, la date est assez drôle quand même, le 11 novembre, on a cherché à joindre Louis Lecoing. Et on est allé à son secrétariat. On savait qu'il était là, mais sa secrétaire nous a dit « Monsieur Lecoing ne veut pas vous recevoir ». Il faut comprendre que ce vieil homme qui avait risqué sa vie pour obtenir le statut des objecteurs, on était en train de lui casser un statut en étant en refus d'obéissance. Donc, ne pouvant voir Louis Lecoing, on est allé sur les Champs-Élysées où on a vu De Gaulle, puisque c'était la cérémonie du 11 novembre. Vous voyez, c'était... bon, c'est assez cocasse, je dis ça en riant, mais je vous assure qu'à cette époque-là, on ne savait pas ce qui nous attendait. Je m'arrête. Alors moi, je veux juste insister sur le milieu. Moi, je viens d'un petit village de 500 habitants, 600 habitants dans la Loire. Donc j'ai un petit truc qui est marrant, c'est dans une ville de 30 000 habitants, il y a très peu de gens qui savent où se trouve le monument aux morts. Dans un village de 300 habitants, tout le monde sait où est le monument aux morts et tout le monde connaît les noms des gens qui sont marqués dessus. Donc c'est déjà juste pour présenter un peu le lieu qui est hyper important. Il y a 3 tabous dans ces coins-là. Enfin, on est dans les années 70, 73, 70, donc il y a 50 ans. Donc les tabous énormes, c'était la sexualité, la religion et l'armée. On est 10 ans après la fin de la guerre d'Algérie, et il n'y a pas un village de la Loire, comme dans d'autres départements de France d'ailleurs, qui n'a pas eu un ou plusieurs enfants qui ne sont pas revenus de la guerre d'Algérie. Donc moi, comme tout le monde, là, ici, j'étais très très marqué par la guerre d'Algérie, bien sûr. Dans ces villages-là, il y a encore des traces de ces choses-là. Par exemple, la fête des classes, qui est un moment... c'était la semaine dernière dans pas mal de villages de la Loire, où les jeunes boivent des canons. Ils ne savent même pas forcément pourquoi cette année-là, ils font les classes, parce que ça correspondait à l'appel aux 3 jours et à l'appel. Ça perdure beaucoup. Et dans ces villages-là, remettre en cause l'armée, c'était trahir. Enfin, je veux dire un tout petit passage de... Je suis passé en procès, donc alors j'expliquerai après le processus.
le statut demandé de façon collective. Nous, on a toujours refusé de justifier sur des questions personnelles, religieuses ou philosophiques. On était vraiment sur des bases collectives. On a même fait une demande de courrier avec un seul papier. Mon copain Gabi Rousset, avec qui j'avais fait la demande à l'époque, on avait fait une seule demande. Nous demandons le statut d'objecteur. Donc ça a été refusé, bien sûr, dans un premier temps. C'était bien trop collectif. Et puis, bon, après, les péripéties, je passe un peu dessus. Il a été refusé, on l'a eu. Enfin bon, on s'est insoumis à l'ONF et je suis passé en procès avec Gabi. On est passé en procès à Montbrison en mars 81. Et à l'occasion du procès, les élus de mon village, donc le maire et 2 adjoints, avaient écrit au tribunal. Donc je lis un petit extrait. Donc ce garçon, donc ma pomme, n'est plus à Coutances, mais de temps à autre, je vois son véhicule chez ses parents et cette voiture est recouverte d'autocollants antimilitaristes. Cette famille comptait 2 garçons. Elle en a perdu un dans un accident de la route alors qu'il était en permission du service militaire. La famille a refusé les honneurs militaires pour les obsèques de Georges. Cette famille est laissée de côté par la population en raison de leurs idées antimilitaristes. Au mois de mars 1980, il a participé à la manifestation des objecteurs de conscience à Feurs, j'en reparlerai. Les parents aussi se trouvaient dans cette manifestation. Je sais que la mère distribuait des tracts antimilitaristes. J'apprends que Jean-Luc est susceptible d'être poursuivi pour insoumission. Dans la commune, je ne pense pas que les habitants soient contre cette décision. Celui-ci doit accomplir ses obligations militaires. Comme tous les jeunes de Coutances, la justice doit suivre son cours. Voilà, c'est juste pour dire le contexte quand même le contexte du coin. Donc c'était très... ma sensibilisation, moi, c'était... j'étais membre du MRJC, le mouvement rural de jeunesse chrétienne. Voilà, donc comme pas mal de gens en campagne à cette époque-là. Donc moi, c'était pas tellement le C de la fin qui m'intéressait, mais c'était plus le côté réflexion, c'était un des mouvements qui permettait une forme d'analyse politique. J'étais marqué par un prof, moi aussi, de philo maoïste à Saint-Étienne. Le premier rassemblement de Larzac, bien sûr, qui a été très fort. Et donc en 73, on s'est réunis avec quelques-uns on était inquiets pour cette question de l'appel au service militaire. Et en lien avec le MRJC au début, donc on a créé un groupe qui s'est vite appelé Objection au monde rural et Objection avec un S. Alors au début, il y avait quelques prêtres qui étaient là parce que c'était lié au MRJC, dont je salue bien sûr Bruno Barillot, qui est un des cofondateurs de l'Observatoire. Et les prêtres ont très vite disparu dans le sens où ils sont tous devenus renvoyeurs de livrets militaires. Donc ils avaient leur place entière en tant que militants antimilitaristes et renvoyeurs de livrets. Alors, ce qui était intéressant, je pense qu'on était sur 2 choses, le collectif, alors vraiment le refus de s'expliquer sur des façons personnelles, de manière personnelle, et la transparence. On a tout de suite, on a beaucoup travaillé avec le film, encore une fois, ça revient, Avoir 20 ans dans les Aurès, de René Vauthier. Donc on l'a passé dans plein de villages de la Loire, ça permettait vraiment des débats, parce qu'à cette époque-là, les anciens d'Algérie, les militants de la FNACA, ils avaient 35 ou 40 ans. Donc ils avaient bien plus la pêche qu'aujourd'hui, ils en ont 80 ou 85 pour les derniers qui restent. Donc à l'époque, c'était même il y a eu des périodes très très houleuses, je reviendrai sur un petit détail. Donc on avait un lien très fort avec les luttes locales, on a sorti une petite circulaire qui était même tirée à 1000 exemplaires à une époque, où on faisait le lien avec tout ce qui se passait dans le coin, je la cherche mais je ne la trouve plus. Par exemple celle-ci, elle parle du barrage de Villeray. Aujourd'hui, le barrage de Villeray, il est fait. Mais à l'époque, il y avait une grosse mobilisation contre ce barrage. Donc nous, c'était le lien avec tout ce qui touchait donc aux luttes locales. Le groupe s'est structuré donc autour de notre demande de statut type OP20 avec OP20 parce qu'à une époque, il y a eu 20 objecteurs qui ont fait leur demande en même temps de la même façon, sans rentrer dans les détails. Je passe un peu vite. Après, s'il y a des questions, vous les reposerez. Parmi les actions très fortes du groupe, on a justement quelqu'un qui avait fait une demande d'OP20 et dont le statut a été refusé. Jean-Marc, il est ici, Jean-Marc Roulet. Il a été condamné il a fait 2 mois de tôle. Et on a fait sur la place de Feurs, une petite ville de 8000 habitants, on a fait un jeûne de 48 heures avec 35 personnes. Alors ça, c'était aussi des mouvements très très forts, parce qu'on imagine dans une petite ville comme ça, il y a eu vraiment des conséquences derrière. On a failli se battre d'ailleurs avec des anciens d'Algérie. C'était vraiment. Il y a eu une marche après aussi, une marche pour aller de Feurs jusqu'à Lyon. On a fait Feurs-Lyon. On a fait une fête d'objection à Montbrison avec 1500 personnes. Enfin, ça a été des moments très, très forts et très marquants au niveau du coin. Il y a un groupe de femmes aussi qui s'est, comme disait Dominique, qui participait au début, puis après qui s'est un petit peu monté de façon un peu autonome pour réfléchir entre femmes. Elles sont revenues après, parce qu'à l'époque où
où il y avait tout un travail sur l'intrusion de l'armée dans les écoles. Elles se sont rendues compte que ça pouvait être un piège, que les questions d'éducation soient uniquement traitées par les femmes. Donc on est revenu à un groupe plus mixte en disant que ces questions-là, elles concernent bien sûr tout le monde. Voilà. Et puis alors l'action marquante, une des actions très marquantes du groupe, ça a été ce qu'on a appelé l'opération mairie. Alors ça, c'était, il faut savoir, on n'en a pas parlé, mais nul n'est censé ignorer la loi, sauf la loi sur l'objection, qui était interdite de propagande, interdite d'être connue. Et donc entre 1978 et 1981, on a écrit aux 300 maires de la Loire, et puis un peu plus tard à ceux du nord du Rhône, en leur demandant de faire figurer dans le fascicule qu'ils remettaient aux jeunes pour aller au service militaire, de faire figurer le texte de loi sur l'objection de conscience. On a eu une 60aine de réponses, donc 40 positives. Donc c'est dire que les gens s'engageaient à diffuser le statut. Alors après, il y a eu le préfet s'en est mêlé, enfin, il y a eu pas mal de choses. Il y a même après, on a animé une coordination nationale sur l'opération mairie où, dans une 50aine de départements en France, on essayait de faire connaître la loi sur l'objection. Il y a même eu un procès à Neuville-sur-Saône, pas loin d'ici, où le préfet a annulé la décision de la mairie de distribuer le fascicule, et la mairie a gagné au tribunal, et le Progrès titrait « Information n'est pas propagande ». Voilà, donc ça, c'était une action très marquante et qui a permis de vraiment parler d'objection. Enfin, nous, c'était vraiment ça. C'était de dire, on fait du collectif et on se cache de rien du tout. Donc, on est... il y a eu, Patrice en parlera peut-être, on a organisé une année le camping antimilitariste avec les clos, justement, au col de la Loche, dans la Loire. Et c'était folklore parce que rien que pour avoir le local, ça avait été très, très, très difficile. Juste une petite remarque, j'ai parlé tout à l'heure des monuments aux morts. Si vous passez du côté de Roanne, vous arrêtez à Saint-Martin-d'Estréau. C'est un des seuls villages de France où le monument aux morts est totalement antimilitariste. Le bouquin de Cabu, à part toutes les armées, la première image, c'est le monument aux morts de Saint-Martin-d'Estréau. Voilà, il y aura d'autres questions après, hein, Patrice, si tu veux. Pour poursuivre donc effectivement cette présentation, pour ma part, non, je n'étais pas dans une famille marquée d'une manière ou d'une autre, comme tu as pu raconter. Au contraire, même et faire le lien avec une des questions tout à l'heure, la guerre d'Algérie, quand j'étais jeune, j'en ai pratiquement jamais entendu parler. Ça ne faisait pas partie du débat, on va dire, familial ou de la culture familiale, ni de la culture de l'école. Bon, je l'ai quitté un peu tôt, mais ce n'est pas l'objet. Et donc, c'est pas... Même si la guerre d'Algérie a marqué le mouvement de l'objection de conscience, puisque c'est des objecteurs, puisque c'est après la guerre d'Algérie, et parce qu'il y avait des gens qui ont refusé de participer à la guerre d'Algérie, même s'ils étaient pas très nombreux en termes de nombre de personnes, bien évidemment, par rapport au contingent, qu'a été mis en place le statut de l'objecteur, et un statut qui a été toujours discriminatoire. Et à plusieurs reprises, dès que le nombre d'objecteurs commençait à augmenter, il y avait un mouvement de la part du gouvernement pour essayer de diviser, de diminuer, de restreindre, ce qui a fait notamment, bon, pas reprendre tous les épisodes, effectivement, Michel Tachon pourra en parler, Dominique aussi, des différents épisodes. Nous, quand je suis arrivé à l'âge de me poser la question du service militaire, il venait d'avoir ce qu'on appelait le décret de Brégançon, donc qui avait été pris à l'époque avec le ministre de l'Agriculture qui était Jacques Chirac, et les objecteurs qui dans les années 72 pouvaient aller à peu près dans n'importe quelle affectation, et c'est-à-dire pour certains même continuer à militer là où ils étaient, il suffisait de trouver une assoce qui les couvre. Donc à ce moment-là, ils ont voulu nous affecter de manière obligatoire dans les eaux et forêts, avec, donc d'après les textes qu'on a pu trouver, justement pour nous éloigner de la jeunesse. C'était précisé de manière très explicite, de façon à ce qu'effectivement les objecteurs ne soient plus en contact avec les jeunes pour éviter qu'il y en ait trop d'objecteurs, alors qu'on était très peu nombreux. Parce que dans les années, moi j'ai essayé de retrouver des chiffres. Ah, tu les as mis, c'est très bien. Dans ces années-là, on n'était pas énormément du nombre d'objecteurs, puisque bon,
600 dans le milieu des années 70. Donc c'était par rapport aux 200 000, je ne sais pas, tu n'as pas mis en comparaison le nombre de... Non, de nombre de personnes appelées, c'était autour de 200 000 à l'époque. 200 000 personnes qui allaient faire le service militaire, c'est des pourcentages extrêmement faibles, pour ne pas dire ridicules, au niveau du nombre, pas de l'impact. Effectivement, et c'est là que tu parlais du décalage à un moment donné dans ton intervention ou dans les questions, il y avait effectivement un décalage réel entre le peu de gens qui refusaient de partir au service militaire, au service national, puisque c'était déjà plus militaire, il y avait la coopération notamment qui avait été mise en place, par rapport à l'impact médiatique qu'on avait. Puisqu'effectivement, même on a retrouvé aussi des chiffres de ce côté-là, ce mouvement-là, le mouvement des réfractaires, que ce soit les objecteurs au sens strict ayant eu le statut d'objection, ceux qui étaient insoumis, c'est-à-dire qui ne demandaient même pas le statut d'objection et qui se retrouvaient en prison très rapidement, ça représentait quoi très peu de monde, et pourtant, dans le nombre de prisonniers politiques, c'était le mouvement le plus réprimé. Dans le nombre de personnes qui étaient reconnues comme prisonniers politiques, donc en prison, il y a eu une circulaire qui avait été dévoilée, alors il faut que je retrouve les chiffres du ministère de la Justice. Au 1er avril 81, notamment, il disait « Sur 628 personnes détenues pour des motifs politiques, 492 avaient été condamnées par les tribunaux militaires pour acte de refus », pour donner une proportion de l'impact aussi que ça avait, bien évidemment. Parce que 492 sur 628, c'est effectivement énorme. Et pour montrer aussi l'importance qu'avait cette question-là. Et c'est vrai que jusqu'au fait d'être appelé au service militaire, moi, personnellement, je ne me posais pas vraiment de questions. J'étais peu impliqué dans les mouvements de l'époque. Et c'est un autre mouvement qui n'a pas été évoqué avant les syndicats de soldats. C'est la question, en 1973, de la remise en cause du sursis par Michel Debré. Donc, puisqu'à l'époque, donc, on pouvait demander un sursis pour tous ceux qui faisaient des études, ils pouvaient obtenir un sursis, et ça arrangeait bien l'armée, en fait, d'accorder des sursis permettant aux gens de partir plus tard. L'armée, d'ailleurs, n'ayant pas besoin de tous les jeunes qu'elle aurait pu incorporer, parce que c'est aussi une des raisons qui pouvaient se poser, éliminait assez facilement un certain nombre de gens, puisque pendant la guerre d'Algérie, le taux d'inaptitude, c'est autour de 7-8%. Dans les années 70, on est vite grimpé à 20, 25, 26%. C'est-à-dire un quart des jeunes qui auraient dû partir au service militaire n'y allaient pas, étaient considérés comme inaptes au service militaire. Et dans ces inaptes, on retrouvait aussi beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens qui auraient pu venir déranger en fait l'ordre militaire, et les militaires, ils ne sont pas idiots, ils préféraient les rendre inaptes que d'incorporer des gens qui allaient créer du désordre, en partie. C'était un des éléments aussi importants à noter, et c'est pour ça que le mouvement du refus des sursis, qui avait créé d'énormes des manifestations effectivement très importantes dans beaucoup de villes. Et moi, c'est comme ça que j'ai connu le GARM, qui était donc le groupe d'action et de résistance à la militarisation. C'est lors de ces manifestations de lycéens, d'étudiants, qui étaient extrêmement nombreuses. Ça a duré 2 mois. Après, il y a eu les vacances, donc après, elles ont arrêté. Mais ça a permis effectivement de diffuser de l'information sur l'objection, ce que faisait le GARM à l'époque de manière importante. Donc ça, c'était quelque chose d'important, je pense, dans la prise de conscience aussi des jeunes par rapport au service. Et puis, moi, je crois qu'aussi dans les éléments qui n'ont pas encore été évoqués vraiment de manière importante,
dans les années 60, quand la France a mis en place sa force militaire, sa force nucléaire, donc la force de frappe comme on l'appelait à l'époque, s'est créé des mouvements importants de refus de l'arme nucléaire. Et ça aussi, ça a, je crois, contribué à alimenter le courant des réfractaires, puisqu'il y avait des mouvements qui rassemblaient quand même plusieurs milliers de personnes dans des manifestations, voire même des dizaines de milliers de personnes. À la fois, il y avait un mouvement proche du Parti communiste, le mouvement de la paix, mais il y avait aussi à côté le MCA, Mouvement contre l'armement atomique, qui avait été créé à l'époque par le Parti socialiste unifié, les courants plutôt chrétiens, on va dire, pour aller vite, hein, parce que ça demanderait après beaucoup plus d'informations, qui se voulaient indépendants et qui luttaient non seulement contre l'arsenal français, mais aussi contre l'arsenal nucléaire russe et contre l'arsenal nucléaire américain. Et ça aussi, je pense que c'est un mouvement, le mouvement contre l'arme nucléaire, contre les essais nucléaires, puisque pour mettre en place sa force militaire, sa force nucléaire, le gouvernement français a procédé à de nombreux essais, 210 pour la France. Ça aussi, même si c'était en Algérie au début et après en Polynésie, chaque fois au début dans les années 70, milieu des années 70, 75, chaque fois qu'on apprenait qu'il y avait un essai nucléaire, puisqu'on l'apprenait toujours avec des calages, il y avait des manifestations d'organiser, notamment à Lyon, puisque bon, moi j'étais lyonnais, donc c'était surtout sur Lyon, et sur Lyon il y avait un mouvement antimilitariste important, le GARM, dans lequel, bon, on y reviendra quand on regardera l'exposition, qui était un des mouvements sociaux, sans doute, à l'époque, au niveau du nombre de personnes qu'il arrivait à rassembler dans des manifestations, qui était un des plus importants. Il rassemblait autant que pouvait rassembler le PSU, et sans doute plus que certaines fois que les manifestations que pouvait organiser le Parti communiste. Et ça, mais c'est des choses qu'on a complètement oubliées maintenant. Effectivement, l'arme nucléaire, elle est rentrée dans la tête des gens. Elle fait partie, comme avait dit un ministre, de l'ADN de la France. Mais à l'époque, ça avait créé vraiment des réactions très fortes, y compris dans toute la gauche, jusqu'à ce que le PC et le PS rallient la force nucléaire. Mais jusqu'au milieu des années 70, la gauche, PS, PC, donc, et les différents mouvements, faisaient comme premier point, notamment par exemple du programme commun de 1974, des élections de 72, pardon, des élections présidentielles, le premier point, c'était l'arrêt de cette force nucléaire. Donc pour ces partis-là, avant qu'ils basculent dans l'acceptation. Et ça crée au sein des militants, au sein des personnes qui étaient proches de ces mouvements-là, aussi il y avait du débat, il y avait des manifestations, etc. Et donc ça favorisait l'objection de conscience, le refus de l'armée sous ses différentes formes. Donc nous, après, moi je fais partie de ceux qui ont participé à des comités de lutte d'objecteurs, puisque les objecteurs, c'était un mouvement, très différent, très ingérable, oui, d'une certaine manière, ingérable par le gouvernement, qui rassemblait des gens de différentes obédiences dans lesquelles on était. Nous, on avait créé avec un certain nombre, donc ces comités de lutte d'objecteurs qui rassemblaient un peu la majorité des objecteurs. On éditait une revue tous les 15 jours, qui s'appelait Objection, tout simplement, qui a pris la suite de la lettre des objecteurs que Dominique, que Michel ou Guy, présent ici, participaient. Et c'était à la fois du bricolage, et effectivement, tu l'as un peu évoqué, parce qu'on était quoi ? Au comité de lutte des objecteurs de Lyon, on était à être actifs réguliers, même pas une dizaine de personnes. Et on faisait donc tous les 15 jours une lettre de 16 pages, envoyée à plus de 1000 personnes, 1000 abonnés
à travers la France, dans lequel on faisait tout, c'est-à-dire à 3-4 personnes, on faisait les articles, on faisait la mise en page, on ne faisait pas l'impression parce qu'il y avait un imprimeur sur Lyon Militant, mais après on faisait la mise sous pli, l'envoi, etc. Donc c'était effectivement une forme de bricolage, comme tu as pu le dire, et surtout, je crois aussi dans les éléments, on ne faisait pas que l'objection de conscience. Jean-Luc, tu as parlé des liens, on était forcément actifs sur plusieurs domaines. Il y avait effectivement la lutte du Larzac, dans lequel on était actif. Il y avait les mouvements antinucléaires qui se développaient sur le nucléaire civil, donc contre les centrales nucléaires, avec le début du mouvement écologiste qui se crée dans ces années-là, auquel on participait. Il y avait les mouvements aussi autour de l'homosexualité qui se développaient, dans lesquels un certain nombre de réfractaires se retrouvaient. Il y avait les mouvements contre les prisons, puisque bon, c'était un des mouvements réprimés, donc il y avait toujours... on n'était jamais que sur ce sujet-là du refus du service militaire, mais on essayait de travailler sur ces différentes questions qui pouvaient se poser dans l'après 68, de remise en cause de la famille, de l'autorité, etc., dans l'espoir, effectivement, qu'on avait à l'époque de changer le monde. Donc oui, voilà, bon, il y aurait pas mal de choses qu'on pourrait continuer à dire. Je vais peut-être m'en arrêter là, parce que je vois que l'heure tourne et tu dois avoir d'autres questions. Bah oui, on va continuer à discuter. Oui, oui. On va commencer. J'ai une observation sur l'ensemble de ces témoignages et sur l'ensemble de cette réflexion sur l'histoire de l'objection. C'est une grande partie des objecteurs avant 70, on avait ceux qui, comme nous, parlent, s'expriment, etc. Mais on avait toute une frange d'objecteurs qui étaient des silencieux. C'est-à-dire les gens qu'on ne voyait pas, qui ne disaient rien, qui ne prenaient pas position, et en particulier, et je pense à tous les témoins de Jéhovah, les adventistes du 7e jour, les adeptes du Christ de Montfavet, etc., etc. Et quand on a été incarcéré, par exemple, à la prison de Montluc, ils occupaient un étage entier du bâtiment de Montluc. Mais à aucun moment ils se sont manifestés comme objecteurs, à aucun moment ils se sont manifestés comme insoumis, à aucun moment ils se sont manifestés comme réfractaires, mais ils s'occupaient d'une place non négligeable en la matière. Donc je crois que là-dessus, il faut nuancer les choses quand on regarde l'ensemble. C'est un phénomène social assez complexe, diversifié. Et par exemple, sur l'agglomération de Lyon, à l'époque, dans les années 67, 70, il y avait une très forte communauté témoin de Jéhovah. Et j'allais dire, il y avait presque un rituel pour les jeunes témoins de Jéhovah, dans leur processus de maturation, de passer 2 ans, un peu plus de 2 ans, en prison par rapport à leur conviction. Donc je crois que ça, c'est des éléments qu'il faut essayer de comprendre et d'intégrer, parce que, de mon point de vue, il y a une influence quand même bien au-delà du phénomène sectaire. Oui, c'est un des paradoxes de l'objection. La loi qui a été créée, elle n'était pas faite pour les objecteurs politiques. Elle était faite pour les objecteurs religieux. Le texte de la loi, donc, qui nous permettait théoriquement d'obtenir le statut d'objecteur, c'était fallait écrire, enfin demander, c'était en raison des motifs religieux ou philosophiques et personnels, mais au sens de ces motifs-là, religieux et philosophiques. Les motivations politiques, donc les refus de l'autorité, le refus de la guerre, le refus de l'armée, n'étaient pas prévus pour les objecteurs, bien évidemment. Et c'est bien pourquoi il y a toujours eu ces bagarres, mais on était une minorité d'objecteurs à être sur une démarche, on va dire, de remise en cause de la société, pour aller vite, une démarche politique.
Ça, c'est évident. Tu as parlé de la lettre collective. Enfin, on a essayé tous les moyens et chaque fois, c'était réprimé. Et c'était une bagarre à la fois au niveau juridique, médiatique, et enfin, donc avec des manifestations dans la rue, etc., pour obtenir des avancées qui étaient éventuellement reprises suivant les périodes. C'était toujours dans ce jeu, mais on était une minorité. Sur les 600 qu'évoquait là, par exemple, dans les années 70, au milieu des années 70, je ne sais pas, il n'y a jamais eu de statistiques faites à l'époque, mais c'était sans doute plus de l'ordre de 10-20% qui étaient vraiment sur des démarches politiques qu'on était. Nous, dans les clos, ça représentait quoi? Les clos en France, donc, était le mouvement un peu le plus fédérateur des objecteurs avant que la loi se libéralise, avant qu'il y ait la gauche arrive au pouvoir, etc., avant les années 80. Les clos, ça représentait une centaine de personnes en France. Et si on regarde bien les premières incorporations à Brignoles dans le cadre de la protection civile en 67, le contingent qui a été intégré en novembre 67, il y avait 45 personnes. Sur les 45 personnes, on n'était que 3 qui avaient des motivations politiques. Tout le reste, c'était des motivations religieuses. Et par exemple, quand on est arrivé à la gare, de Brignoles, on est tous descendus à peu près du même train, et donc devant la gare, camions militaires, gradés, etc., pour nous embarquer. Nous, on commence à réagir en disant mais c'était pas prévu au programme. Et à ce moment-là, les autres nous disent ah si, c'est prévu, allez, il faut venir avec nous. Il faut jamais, enfin, je trouve sur ces séquences-là, il faut jamais oublier ce poids qui était et qui a, de mon point de vue, qui a continué à exister, mais de manière silencieuse, presque souterraine, par rapport à toute la tendance qui s'est exprimée, sur de multiples sujets autour de l'objection. D'autant que les témoins de Jéhovah, ça date depuis la fin du 19e siècle. Et les témoins de Jéhovah, c'est depuis la fin du 19e siècle, qui refusent l'armée, qui refusent l'engagement, dans une tradition très très longue et qui a poursuivi encore. Et ça, oui, c'est un peu la donnée, la statistique qu'on a là-haut. Peut-être Maxime, tu peux en dire un mot? Vous lisez comme moi, c'est-à-dire qu'on voit bien que les poursuivis sont très majoritairement devant les tribunaux des témoins de Jéhovah. Juste pour compléter un truc, j'ai employé l'expression renvoyeur de livret militaire. Je pense que ça a été un moment aussi, ça a été un moment très fort. Parce que par exemple, nous, le groupe Objection Monde Rural, on a eu une cinquantaine de procès. Chaque fois qu'il y avait des procès d'objecteurs, il y avait des renvois de livrets militaires. Après, il y avait des procès de renvoyeurs de livrets militaires, il y avait à nouveau des... Et ça a impliqué beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'on a multiplié le nombre de gens qui étaient directement concernés. Enfin, on a des copains renvoyeurs de livrets, je pense à Jean-Bernard, qui ont fait de la tôle, par exemple. On s'est retrouvés dans les rues de Saint-Étienne à faire la quête pour payer la rançon. Enfin, on appelait ça comme ça, et c'était ça d'ailleurs, pour qu'ils puissent être libérés. Enfin, ce mouvement-là, je veux dire, ça s'est rajouté. Là, on est plus dans les années 80, 90, voilà. Voilà. Et puis la place des femmes aussi. Enfin, nous, dans le groupe, les femmes étaient très présentes, et c'était vraiment. Et où ça a continué, par exemple, on a eu dans notre coin, on a eu il y a 10 ans un terrible accident du travail. En ce moment, il y en a 2 par jour. Il y a un débat, il y a un dossier aujourd'hui dans l'IB qui parle de ça. C'est aussi une sacrée question. Dans notre pays dit développé, il y a 2 accidents mortels de travail par jour. On en a eu un à Feur en 2011. Et sur les 600 personnes du collectif qu'on avait constitué, il y avait plus de la moitié, peut-être 400 personnes, qui étaient des gens qui étaient en lien avec Objection Monde Rural. Pour dire que ces questions-là, elles ont essaimé et qu'on s'est mobilisé sur bien autre chose que l'armée. Juste une petite question ou incise par rapport aux femmes, justement. J'aimerais bien comprendre, comme elles n'étaient pas directement concernées, elles étaient soutiens comme sœurs, comme femmes. Ah bah, si vous voulez, bien sûr, oui.